Et voilà, nous vous disons merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous êtes en direct ici à PS TV Télévision, une chaîne qui fait parler d'elle. Également, cette émission, désormais, vous avez l'habitude de suivre ici les directs à PS TV et également à la deuxième chaîne, Channel Movie MC, une chaîne qui est en train de monter. Prenez déjà les programmes ici à PS TV, comme d'habitude c'est à 15 h et la rediffusion à 23h40 à Channel Movie, c'est à 20h30 et 12h30 les jours suivants comme la rediffusion. Sur ces plateaux, comme annoncé déjà dans les réseaux sociaux, vous étiez déjà très nombreux à nous appeler, à nous écrire. Président Willy Michiki va passer à quelle heure? Malgré les petits problèmes de santé, il a tenu d'être là avec nous. Président Willy Michiki, soyez les bienvenus. Merci pour l'invitation. Voilà, je vous présente étant que président d'un grand parti politique, historique si je peux dire aussi dans ces pays, parce que vous avez occupé les postes dans ces pays comme ministre, vice-ministre. Vous êtes président de UNANA, également vous êtes membre de la conférence de président de AFDC-ALE, recrutement cher à Bahati Lukwebo, lui qui est président du Sénat en fonction aujourd'hui. Président Willy Michiki, avec vous, nous allons tenter d'analyser les questions d'actualité et vous allez répondre aux questions très questionnantes de l'actualité. Nous allons parler de l'état des sièges parce que ça reste toujours d'actualité. Les mesures d'accompagnement de cet état des sièges, la classe politique, le peuple congolais se pose des questions. Également, nous allons parler de la congolité, un débat soulevé par président Noël Tchani, lui qui était candidat président de la République. Nous allons tenter de voir aussi, vous entendre par rapport à cette question qui divise la classe politique. Quel est votre avis par rapport à cette question? Sommet France, baillard de fonds, que Macron a invité pour soutenir les pays opprimés, les pays qui manquent assez de moyens en Afrique. Il y a le président de la République qui est aussi président de l'Union africaine qui est là-bas. Votre président, il est là-bas. Nous allons également tenter à répondre à toutes ces questions et d'autres questions qui intéressent le public. Président Willy Michiki, êtes-vous d'accord avec l'état des sièges décrété par le gouvernement de Warrior? Félix Tshisekedi a pris acte et il a décrété cet état des sièges. Vous, êtes-vous d'accord de cela? Oui, d'abord, je vous remercie pour une fois de plus m'avoir donné l'opportunité de communiquer avec nos téléspectatrices et téléspectateurs qui m'ont réclamé, selon vous. Oui, oui. J'apprécie que vous me réclamiez et cela me donne toujours le courage de venir donner ma petite contribution au débat national et en particulier mon expertise par rapport aux enjeux du moment. Je voudrais dire que la convocation d'un état de siège était une nécessité. Une nécessité puisque toutes les recettes ont été utilisées, mais aucune n'a apporté la solution jusque-là. Dans des situations particulières, il faut nécessairement prendre des mesures particulières. C'est comme ça qu'on a pris l'état de siège. Évidemment, l'état de siège, c'est quelque chose, la suspension ou l'arrêt momentané même de la loi. Puisque dans un état de siège, comme vous l'avez constaté, même les élus étaient obligés d'être mis de côté pour mettre en place une administration militaire. Là, vous parlez au gouverneur de... Le gouverneur, non, l'administration militaire. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Vous savez que la Constitution est claire, l'autorité civile est au-dessus de l'autorité militaire. Mais lorsque l'autorité militaire prend la place de l'autorité civile, ce n'est pas un coup d'État, mais c'est pour faire face à des situations particulières. Là, vous faites allusion à l'article 85 de la Constitution. Constitution, oui, et aussi l'article 119 aussi, qui les complète, puisqu'il s'agit de la convocation d'un état de siège. Alors, je voudrais dire ceci, que ce n'est pas une expérience nouvelle. On a déjà expérimenté l'état de siège à l'époque de Mobutu. Malheureusement, à cette époque, ça n'a pas marché, puisque les mesures d'accompagnement n'ont pas été mises en place. C'est ainsi que nous disons que cette fois-ci, puisque c'est l'unique recette qui nous reste aujourd'hui. Et Dieu seul sait ce qui nous arriverait si ces opérations ne réussissaient pas sur le terrain.
C'est pourquoi nous nous proposons, nous disons, à part les moyens, puisqu'on ne peut pas réussir une opération sans moyens. Et nous savons aujourd'hui l'état de nos finances qui sont presque au rouge. Vous savez que les amis, les kabylistes n'ont rien laissé dans les caisses de l'État. Ils ont presque tout pillé. Vos anciens amis ou vos amis, vos amis actuels, parce que vous avez géré avec eux? Oui, j'ai été aussi ministre dans leur gouvernement. Sous l'impulsion de Kabila. Mais je n'étais pas de leur parti majoritaire. Le FCC qui était à l'époque majorité présidentielle. J'ai toujours été dans des gouvernements des coalitions venant de l'opposition. Mais sous la bénédiction de Kabila, ça quand même c'est de l'histoire. C'était Kabila, comme on le dit, quand on est membre du gouvernement, on la boucle. Vous tous, vous avez léché les bottes de Kabila, selon Bon, lécher les bottes, c'est quand même un peu trop dire, mais nous étions toujours à la recherche d'un consensus à vie d'aller aux élections. Et Dieu seul sait, si on n'avait pas été à l'accord à la Cité de l'Union africaine, plus tard à la CELCOM, on n'aurait pas dû organiser les élections. Donc moi je suis très fier vraiment du chemin que j'avais pris à l'époque, qui a quand même nous a amené vers quelque chose. Aujourd'hui nous avons quand même un chef de l'État élu, nous avons un parlement, nous avons des institutions provinciales élues. C'est le fruit justement de ces accords-là que les gens hier dénonçaient, mais qui ont quand même pu produire quelque chose malgré les faiblesses qu'on a constatées à la CENI comme à la Cour constitutionnelle. Donc une parenthèse, Willy Michiki, Jean-Lucien Boussa, Tchibala, les Lissanga Bonganga et les autres, le pays peut être reconnaissant, vous jetez des fleurs parce que c'est grâce à vous que Félix est au pouvoir? Non, ce n'est pas grâce à nous que c'est Félix seulement, c'est grâce à nous qui avons vu loin avant qu'il y a aujourd'hui cette démocratie que nous avons. Et là, c'est faille, mais au moins il y a une stabilité dans ce pays. Imaginez-vous si on n'avait pas organisé les élections en 2018, où en serions-nous aujourd'hui? Dieu seul sait là où il y avait une vive tension pour aller aux élections, mais il fallait passer par un accord qui n'a pas été, évidemment, qui n'a pas fait l'unanimité autour de soi, mais aussi qui nous a permis à faire un pas. Et le pas qu'on voulait faire, c'était d'aller aux élections. Donc aujourd'hui, nous pensons, c'est pourquoi nous disons que, et là je soutiens vraiment lorsque le chef de l'État est lui-même conscient de ça, il dit qu'il veut que les prochaines élections soient des élections qui ne vont pas avoir des contestations. Ça, nous allons en parler, mais restons dans l'état des sièges, parce que vous avez dit que c'était la seule mesure qui vous restez pour quand même trouver la solution au problème de l'Est. Mais cette mesure doit être accompagnée d'autres moyens efficaces pour que l'état des sièges puisse réussir. Pensez-vous que la décision a été prise sans être mûrie? Non, c'était une décision mûrie, d'autant plus que même pendant la consultation, pendant les consultations que le chef de l'État avait organisées, parmi les pistes de solutions, il y avait des propositions allant dans le sens de prendre des mesures particulières, quoique impopulaires, mais nous voudrions quand même voir clair. Et puis vous savez que l'administration civile a montré ses limites dans certaines provinces, notamment dans la partie orientale. C'est d'ailleurs ce qui justifie même aujourd'hui la crise. Rappelez-vous pour le cas de l'Ituri, je me rappelle mon ami Jean Bamanissa, quand il a été restitué, il a dit dans une des radios périphériques que non, parmi les causes qu'on lui reprochait, c'était le fait qu'il ne pouvait pas juguler l'insécurité, maîtriser tous ces groupes armés. Et lui, il a dit non, c'était une compétence exclusive du pouvoir central. Donc vous voyez même qu'il y a même des crises qui ont commencé à constater. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait que le commandant suprême, qui est le chef de l'État, prenne les taureaux par les cornes en désignant une administration militaire. Vous savez, la différence entre les militaires et nous les civils, c'est d'abord la discipline et l'engagement. Et un militaire... Donc l'exécution d'abord, les réclamations après. Après. Et un militaire, il sait qu'il est là pour mourir, pour défendre son pays. Ce n'est pas le cas des civils. Et c'est pourquoi nous insistons beaucoup en disant que nous devons éviter les erreurs du passé. Ce sont des expériences qu'on a connues dans ces pays. Et parmi les mesures d'accompagnement, il y a d'abord la mobilisation des moyens.
C'est vrai que les moyens ne sont pas aussi faciles à avoir. Nous proposons qu'on puisse, par exemple, prendre 50% des émoluments, tous les frais de fonctionnement, par exemple, des institutions aujourd'hui qui sont dirigées par les militaires, notamment au nord et au sud Kivu. Lorsque vous regardez aujourd'hui les rémunérations seulement de membres de l'Assemblée provinciale avec leurs collaborateurs de cabinet, de membres du gouvernement provincial avec leurs cabinets, vous êtes autour de 80 à 100 millions de dollars. Pour ma province du Nord Kivu, lorsque vous prenez Ituri, qui a peut-être un revenu moins faible, peut-être autour de 60 et 70 millions, c'est assis cet argent-là déjà. La moitié de cet argent peut être déjà injecté dans les opérations, c'est déjà quelque chose, à part la solidarité nationale qu'on a lancée partout. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait comprendre aujourd'hui qu'aucune armée du monde ne peut gagner une guerre sans l'appui de la population. Et surtout chez nous, on a... Ça, c'est un point important. Très important, d'autant plus que c'est la population qui va... Là où vous allez faire la guerre ou combattre l'ennemi, il y a la population dedans. Et si la population soutient l'ennemi, c'est fini. Pour le cas des groupes armés, par exemple, vous et moi, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui sera que toi tu es un groupe armé et moi je ne sais pas? Comment les identifier? On les identifie seulement lorsqu'ils portent des armes et des uniformes militaires. Lorsqu'ils sont en tenue civile, ils sont comme vous et moi. Et un militaire qui vient, c'est pas de Borende, il se retrouve à Djougou. Comment il saura faire la différence entre un civil et un homme armé? Il ne saura pas. Il faut que la population les dénonce. C'est pourquoi moi je propose qu'au lieu de commencer des opérations contre les groupes armés locaux, qu'on commence d'abord les opérations contre les groupes armés étrangers. Pourquoi j'ai dit ça? La plupart de nos groupes armés, dans la partie orientale, sont des groupes qui sont communautaires, qui sont ethno-tribalistiques. C'est-à-dire que les gens vous disent, nous avons pris les armes pour défendre la terre de nos ancêtres, pour défendre nos frères et sœurs. Et je vous dis, certains ont raison. Il y a eu, à une certaine époque, même chez moi, à Walikale, où on était envahi par les Interahamwe, les FDLR, qui ont pris nos femmes, nos terres, ils ont violé nos mamans, ils ont érigé des barrières. Moi, je suis chef coutumier, ils ont même collecté mes taxes qui reviennent à la coutume. Donc, les gens, par exemple, de Walikale, ne sont pas prêts aujourd'hui à revivre ça. Et qui les ont chassés? Ce sont des groupes armés autochtones. Malheureusement, ce ne sont pas des FARDC, ce sont des groupes armés autochtones. Alors, aujourd'hui, pour enlever ce prétexte-là, aux groupes armés qui prétendent sécuriser les leurs, il faut commencer par les groupes armés étrangers. Et là, je cite les ADF, les LRA, les Interahamwe, les FDLR, les ROUD, ils sont bien connus et on connaît leur cartographie. Et pour s'attaquer à ces groupes armés étrangers, il ne faut pas faire comme on faisait avant, des opérations comme ça, ponctuelles, non. Il faut commencer par l'Ouganda. Puisque le problème aujourd'hui, c'est la frontière entre nous et l'Ouganda et le Rwanda. Alors, par exemple, je prends un village comme Kisoro. Kisoro, c'est une ville ougandaise qui est en face de Bunagana. Bunagana, c'est au Congo, et qui est en cheval avec les Rwandais. On déploie les troupes là-bas. On fait monter les troupes qui traversent le long de Ruchuru. Ils montent vers Lubero, lac Albert. Ils montent, lac Edouard plutôt. Ils allongent les massifs de Graben vers le mont Rwenzori jusqu'au lac Albert. On est déjà à Ituri. Et de là, maintenant, on le place dans les territoires ougandais, je dis bien. Maintenant, à partir de là, les troupes commencent à entrer au Congo. Et quand les troupes entrent au Congo, puisqu'il y a un problème dans ce pays, c'est que nous n'avons pas assez d'hommes en uniforme. Et ce vide-là qu'on a constaté, malheureusement, c'est là où c'est riche, là où tous ces bandits, les groupes armés étrangers comme locaux ont trouvé asile. Alors, il faudrait maintenant que, quand les opérations se font, derrière qu'on laisse les militaires pointer, pour qu'on ne sente pas le vide. Moi, je connais par exemple, j'ai parlé parfois à certains groupes armés, quand je les démobilisais, j'ai dit non, qu'est-ce que vous faites en brousse?
Ils disent non, non, on connaît les opérations militaires, c'est rien. On va seulement se replier, on porte la tenue civile, on prend nos armes, on les met dans la terre, et après un mois, 2 mois, on va revenir. Et la population qui va nous dénoncer, nous allons les tuer. Il est faux, c'est ce que le Kabila, l'armée de Kabila connaît ça, l'armée de Mobutu connaît ça. C'est pourquoi nous disons qu'il faut maintenant laisser des troupes. Puisque quand on laisse des troupes pendant 3 mois, 6 mois, l'ennemi qui a quitté 3 mois, 6 mois en exil ne pourra plus revenir. Ça sera impuissant d'agir. Alors, deuxième chose, il faudrait aussi jouer sur les renseignements. Vous savez, aujourd'hui, pour le cas des ADF, les ADF, les penseurs, les chefs, les vrais commandants, ils ne sont pas en brousse. Ils vivent avec nous à Kinshasa ici. Vous allez dire ça, monsieur. Je vous dis. Là, vous appuyez le président de l'Assemblée nationale. Oui, mais lui, il disait quitter les groupes armés. Donc il a raison. Non, lui, il a parlé des autochtones, des nationaux. Moi, je parle des étrangers. Ces ADF-là, vous les trouvez ici. Vous les avez vus ici, non? Au stade des martyrs. Oui, oui. Vous avez vu la violence là? C'est exactement les modus operandi. Donc les ADF étaient au stade de martyrs. C'est que les méthodes là qu'ils ont ici. C'est que les musulmans. À la part, un homme, vous vous rendez compte, incroyable, il ose s'attaquer au symbole de l'État, comme la police, il brille le béquille de la police, et vous allez constater la plupart des blessés ne sont même pas des civils, ce sont des policiers. C'est très grave. Donc cet état d'esprit-là, c'est exactement ça. C'est ça l'esprit islamiste. Ce sont des gens qui ont été effectivement endoctrinés, islamisés, et qui ont fait sortir leurs griffes. Donc le gouvernement avait raison pour dire qu'il y a un groupe d'islam, ou soit-il a parlé des terroristes comme ça? Non, ce sont des terroristes, parce qu'en fait, les ADF, c'est quoi comme objectif? Des djihadistes, voilà. Les djihadistes, les terroristes, comme on peut les appeler, leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir islamiser ces pays. Alors, pour le faire, ils commencent d'abord par les terroriser. C'est comme ça que dans les opérations, ils ne s'attaquent pas aux femmes, ils ne s'attaquent pas aux enfants. Et vous allez constater qu'il y a les rares personnes qu'ils ont pu libérer, c'était déjà fortuné. Ils vous arrêtent, 2 mois, 3 mois, j'ai eu la chance peut-être de rencontrer quelques anciens otages. C'est ce que normalement les services de renseignement devraient faire. L'ANER, notre ANER. L'ANER de MIAP et tous les services réunis. Au lieu de s'intéresser aux propos des journalistes, il y a un travail de fond. Voilà. Donc on doit savoir. Moi par exemple, j'ai eu le temps dernièrement, à passer beaucoup de temps, avec un certain Patrick Mouria. Patrick Mouria a fait 3 mois. C'était un gars qui était déclaré en douane au poste de Kassindi. Et il s'est rendu à Beni avec des gens dans la voiture. On a tué tout le monde, sauf lui qui a échappé. Miraculeux. On l'a pris, on a fait un bel homme, un garçon bien. On a dit, non, toi, on va avec toi. Alors, quand il y a eu déjà des bruits partout, le chef, le numéro 1 des ADF, qui s'est trouvé à Dubaï, dans un restaurant, il mange comme tout le monde, il attend les gens, les commerçants congolais en train de commenter sur l'enlèvement de Patrick. Il dit, c'est un type bien. Alors le type, directement, il a appelé. Il a dit, ne tuez pas le monsieur là. Vous me l'amenez à Madina. Et ils ont fait 14 jours de marche. De Béniville jusqu'à Madina, dans la brousse. 14 jours. Et parfois, quand il y avait des avions de la MONUSCO qui patrouillaient, ils étaient 70. Imaginez-vous, 70 personnes, femmes et enfants, tous, on a tué personne. Les avions sillonnaient comme ça, parce que quand on a vu les véhicules calcinés, on les a suivis. Ils se cachaient, ils disaient seulement un code. À la part, comme on disait ici, au stade de Martyrs. Et ils mettaient les doigts comme ça dans le sol. Et les avions circulaient, même, je vous dis, même les avions militaires super équipés n'arrivaient pas à les voir. Ça devient compliqué. Et la nuit, n'a pas pu le découvrir. Oui. Alors les Congolais, on n'a pas assez la logistique, voilà. Ça serait comment? Absolument. Moi, je dis qu'il faut bien étudier ça. Okay. Et ils ont marché pendant 14 jours pour arriver à Medina. Et Medina, c'est sur le mont Rwenzori, qui est juste à la frontière avec, qui nous partage nous et l'Ouganda. Et ils ont monté. Et le chef, 3 semaines après, il est venu.
et lui dormait avec le chef. Et comme sa famille a donné une rançon de 50 000 $, et à Beni, c'est un homme qui est venu, qui a pris officiellement en pleine journée. À 13 h, il a pris l'argent 50 000 $, et il a appelé, on a laissé les gars revenir ici. Et ces gars-là, pour vous dire que quand j'ai dit des propos, vous savez, les gens sont... Vous avez des vérités que les autres n'ont pas. Et le gars, il arrive à Beni, comme lui déjà savait qu'à Beni là-bas, c'est plein des adeptes. C'est pourquoi je me suis toujours opposé à ce que le chef de l'État n'aille de déplacer son Kige à Beni. Puisque je savais déjà ça. À travers, ça fait 7 ans que j'ai fait des recherches sur la question sécuritaire dans la partie orientale. Et quand il est venu à Beni, comme il connaissait déjà que les adeptes sont là, même les opérations et les adeptes sont, ils ne viennent pas de la bourse, ils viennent de Beni. Ils sont là comme vous, de moi. Ils font les opérations. Ou quoi, ils sont partis à Brousse. Ah, à Mayango, c'est bon. Ils viennent de Beni là-bas. Et les gars. Ils vivent avec la population. Il a fui, il est allé à Goma. Et comme il avait des problèmes au niveau des poumons, après tout ce qu'il a fait, tout ce temps qu'il a passé à Brousse, il se rend dans un hôpital de la place qui s'appelle Il Africa. Et il reçoit un coup de fil. De qui? Du numéro 1, Zaladef, qui lui dit, tu vois, ça, il ne faut pas aller dans cet hôpital-là. Retourne. On m'a dit que tu es là, on t'a vu. Retourne, va dans l'hôpital de Keshero. Je t'envoie 100 $. Quelqu'un qui t'a pris 50 000 $, il lui envoie 50 $, 100 $ par Airtel Money. Il a dit, va dans un autre hôpital. Là, tu auras des soins plus appropriés. Et il est allé là-bas. 2 jours après, le monsieur, il a hyper. Il a pris l'avion à Kinshasa. Jusque-là, il est ici à Kinshasa. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, nous vivons avec. Ils nous ont pénétrés. Ils nous ont infiltrés. À tel point que, même pendant les opérations, vous risquez de ne pas avoir même un ADF. Tous ils sont en ville ici et vous retrouvez que des petits paysans qui sont en brousse, vous dites que non, on a... Peut-être que l'armée a été bien suffisamment informée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait avoir, il faut pénétrer d'abord les milliers islamistes du Tchétchénie. Vous savez, il y a un chef. Un chef, c'est comme chez nous ici on appelle Kiré ou bien chef d'une paroisse. Le chef de la mosquée de Beni. C'était un homme riche, il avait une vingtaine de véhicules, beaucoup de femmes, comme vous savez les musulmans, beaucoup de femmes, c'est pas un péché élevé. Il avait des maisons partout. Et ce chef-là, sa conscience commençait à les déranger. Et chaque fois à la prêche, il disait non, répentons-nous, mes amis, mes frères, répentons-nous. Les soutanes que nous portons ici contiennent des serpents à l'intérieur. Et lorsqu'il a dit ça maintenant avec méchanceté, dans une de ses prêches, à 11 h du matin, il y a eu des milliers de gens dans la mosquée. On est venu la battre à bout portant. À Beni ici, à 11 h. Et le monsieur est sorti, il a pris sa moto, il est parti. Personne ne l'a arrêté. Où est alors l'armée? Mais c'est ce que je vous dis, il y a des réalités ici que personne. Quelqu'un qui a eu 50, je donne un cas. Quelqu'un qui a eu une rançon de 50 000 $, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il est en brousse. Vous trouvez un militaire au front qui touche difficilement 200 $. Ce militaire-là, sa femme, puisqu'il a fait au front 2 ans, 3 ans, sa femme a été chassée avec les enfants au camp militaire. Il ne sait même plus là où ses enfants sont. Même s'il a un téléphone, il n'a pas d'unité pour communiquer avec sa femme qui est chez sa belle-mère à Massina. Les enfants ont quitté l'école, il y a d'autres qui sont en route pour arriver à Angola, on n'a plus de leurs nouvelles. Un homme comme ça, moralement, il trouve un ADF qui lui donne 100 $, qui peut lui permettre, ne serait-ce que d'acheter les unités, d'appeler la famille. Est-ce qu'il va refuser de lui donner le plan? Donc, il change la mission et comment nos soldats, nous, selon vous, comment ça parle aux étrangers? C'est pourquoi je vous dis, il faudrait, il n'y en a pas tous, je dis, mais on les met dans une situation de survie. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait que pendant ce temps ici, nous puissions accélérer la réforme du secteur de la défense et de la sécurité. Nous devons améliorer les conditions de vie de nos militaires, de nos policiers. C'est tous ceux-là qui vont au fond. Les détournements de fonds de ménage, on doit y mettre fin. L'approvisionnement de munitions, des armes aux groupes armés, on doit y mettre fin. Ce n'est pas normal dans ces pays qu'on trouve un adjudant qui touche à peine difficilement 200 $, mais il construit une maison de 500 000 $.
Président Willy Michiki. Il roule dans une Jeep de 40 000 $ que moi, ministre honoraire, je ne fais même pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et personne ne lui pose la question. Seulement puisqu'il était au front, il était commandant. C'est ça le problème. Voilà, nous avons des soldats, des colonels, commerçants qui se font de l'argent, selon vous. Ils peuvent être à la base de ce qui se passe au pays, à la sécurité. Donc, notre armée est infiltrée. Vous pensez que l'une des raisons de l'infiltration, c'est parce que les conditions des gens qui nous sécurisent, l'État ne prend pas ça au sérieux. C'est ça qui fait que... Non, je voudrais dire ceci. Delphin, écoutez-moi bien. Je dis, un militaire, c'est un homme qui est appelé à mourir pour la patrie. Un homme comme ça, il doit vivre dans des conditions minimales de bonté, de bonheur. Il doit avoir le minimum de bonheur. Un minimum. C'est-à-dire qu'il ne doit pas manquer à manger, manquer de minimum vital. Je ne dis pas qu'on puisse les gâter trop. Mais je dis qu'il faut enlever les prétextes des besoins. Surtout ceux-là qu'on envoie au front. Non seulement ses besoins à lui, au front, mais aussi de la famille qu'il a laissée ici. Chez lui, puisqu'ils ne vont pas au front avec la famille. Il faut que moralement qu'il soit bien. Moralement qu'il soit équilibré. Okay. Ce que j'ai dit. C'est pourquoi je demande, et j'insiste beaucoup, que nous avons des... Vous savez que la force publique est l'une des meilleures armées de l'Afrique. Si aujourd'hui, dans les années 1916, 1917, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et une partie de l'Ouganda sont tombés dans le cadre de la coalition, c'est à cause de la force publique congolaise. Quand vous attendez parler de Gambela, de Sayo, de Assos, mais ce sont des villes qui ont été conquises en Éthiopie, en Érythrée, par les Congolais. Nous étions l'une des meilleures armées du monde. Donc on n'est pas notre armée. Mais pourquoi ça c'est pas seulement des fainéants. Moi, mon grand-père, la mère de ma mère, a été ancien combattant. Et il a même construit des maisons au Burundi. Il a même épousé une femme là-bas. Quand il rentrait, c'était des jeunes vaillants qui ont eu de l'argent, qui étaient bien soudoyés. Mais même aujourd'hui, quand on parle des anciens combattants, il n'existe plus malheureusement. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il est encore possible aujourd'hui. Moi, je voudrais, si on me demandait mon avis, de bannir les noms de FRDC, de donner les noms de forces publiques. Parce que si vous allez aujourd'hui dans les annales de l'histoire, la force publique a un nom et a un prestige, puisque nous avons fait nos preuves. Et quand on commence aujourd'hui à se moquer de nos vaillants militaires, moi ça m'énerve. Avec l'avènement de l'Union sacrée, il faut qu'on sente que vraiment il y a une puissance de fait, qu'il y a la RDC qui s'est retransformée, qui est redevenue ce qu'elle était dans les années 1915-1917. Président Willy Michiki, je rappelle que vous êtes président de UNANA, vous êtes membre de l'Union sacrée également, vous siégez dans la conférence des présidents de la FDC alliée, de Bahati Lukwebo qui est président du Sénat. Une question directe, ici vous parlez comme Union sacrée ou comme nationaliste? Non, d'abord, avant d'être Union sacrée, je suis nationaliste. Et ici, je n'ai pas été invité comme Union sacrée, j'ai été invité d'abord comme Willy Michiki, expert en question de la région du Grand Lac. Puisque vous savez quoi, le problème c'est quoi? Il ne faut pas donner étiqueter aux gens. Nous voulons apporter des pistes de solutions. Et s'il n'y a pas de vérité, parce qu'il y a des réalités sur le terrain, moi je vous dis, on peut faire des opérations. La population viendra, ah non, Adou Yaï Koapa, ennemi alors que la personne à qui vous vous adressez, c'est lui-même l'ennemi. C'est pourquoi je dis que nous devons chercher aujourd'hui à réunir le maximum aujourd'hui des moyens, des stratégies pour réussir cette mission. Et c'est ça notre rôle à nous. Voilà, président Willy Michiki, est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a pas que cette question de moyens qui peut aider nos militaires à remporter? Il y a d'autres questions plus questionnantes. Notre armée a été infiltrée par des brassages, par plusieurs moyens. Est-ce qu'il ne faut pas faire l'autopsie d'abord de notre armée, assainir cette armée, avoir les bons éléments et puis investir des moyens? Parce que l'État risque d'investir des moyens, mais il y a que les étrangers, les Rwandais, les Ougandais, les infiltrés qui peuvent saboter les efforts de l'État.
Bon, on parle souvent des infiltrations. Moi, je crois que même si c'est un étranger qui était infiltré au départ, si on le mettait dans de bonnes conditions ici, je crois qu'il va servir ce pays. Je ne crois pas qu'il y ait des gens vraiment qui sont animés de mauvaise foi. C'est pourquoi moi je dis l'État doit faire sa part des choses. L'État n'est pas congolais, s'il vous plaît, le président Willy Michiki. Donc, vous acceptez que dans notre armée, que nous puissions voir les étrangers, mais qu'on les mette dans de bonnes conditions, qu'ils peuvent travailler pour nous. Non, vous savez, la colère de la population. La personne à qui vous parlez était notable du Grand Kivu. Bosco Taganda, je le connais depuis que je crois qu'il est plus jeune que moi. Son grand frère, que j'ai connu, c'était ma génération. On l'appelait Kajambe. Il est de ma génération et je le connais depuis que moi j'avais 8 ans. Donc c'est pour dire que les parents de Bosco Taganda ont été sur le territoire congolais avant 1960. Oh, la constitution aujourd'hui, la loi sur la nationalité est claire. Tout celui dont les ascendants ont été sur le territoire national avant l'accession de l'indépendance sont congolais. Alors, laissons ces gens d'amalgame et dire que Bosco il peut aller se débrouiller au Rwanda puisqu'il est Tutsi, il parle Kinyarwanda, il peut se débrouiller comme Rwandais, comme moi je peux aller aujourd'hui en Israël, en Égypte. Moi je suis descendant des pharaons. Nous sommes les descendants des pharaons. Les pharaons, nous étions les noirs égyptiens qui étions persécutés par les Turcs. Nous avons fui. Nous avons suivi le fleuve Nil jusqu'à Sonamochir en Ouganda. Et de là, nous sommes venus au Congo combattre les Pygmées et occuper ce territoire. Donc, je peux aussi aller. Donc, ça, ce sont des cas isolés. Mais je vous dis, moi, je connais la famille de Bosco Taganda. Ce sont des Congolais en vertu de la loi sur la nationalité. Président Willy Michiki. Donc, là, c'est le problème. Là, vous êtes, je vous dis, vous ouvrez une boîte à Pandore. Vous ouvrez une boîte à Pandore. Je vais vous dire une chose pour citer. Si lui, il a dit qu'il était rwandais, vous savez pourquoi? Puisque les citoyens rwandais ne peuvent pas être amenés à la CPI puisque le Rwanda n'a pas signé la convention. C'est comme ça que lui, en se réclamant rwandais, il croyait qu'il allait être libéré. Puisque la CPI ne peut pas poursuivre les citoyens rwandais comme les citoyens américains, comme les citoyens israélien. Donc c'était une stratégie. Une stratégie pour lui. Mais alors, voilà. Ouvrons cette question parce que vous en parlez. Et je vous dis, il a été livré par les Rwandais. Lui, on l'a arrêté au Rwanda. C'est à partir du Rwanda qu'il a été livré. Alors, on l'a contré et il a pris fuite à l'ambassade des États-Unis. Et c'est là où il était arrêté. Président Willy Michiki. Donc s'il était rwandais, on le protégerait chez lui. Non, laissons cette histoire-là des bas des caniveaux. Une question directe. Regardez-moi en face. Est-ce que vous serez à l'aise aujourd'hui si nous avons un président démocratique du Congo qui n'est pas de la nationalité des pères et des mères? Là, j'ouvre les débats. L'un des candidats président de la République en 2018, Willy Michiki, pense que l'une des raisons qui a permis à ce que le Congo soit infiltré, c'est parce que nous avons accepté de partager notre territoire avec les étrangers qui ne sont pas de la nationalité congolaise des pères et des mères. Pensez-vous que ça serait aussi un moyen efficace d'arrêter l'hémorragie de l'infiltration au Congo? D'abord, moi, je ne suis pas de cette école-là. Et je m'inscris en faux. Je prends depuis l'accession de ce pays à l'indépendance. On a connu Kasavubu comme président. Est-ce qu'il a constitué un problème de par ses origines? On a connu Mobutu. Tout le monde a dit Mobutu centrafricain, Mobutu n'a même pas une maison en Centrafrique. J'ai eu des gens qui m'ont dit non, pourquoi on parle souvent de Mama Yemo? On n'a jamais parlé de papa de Mobutu. C'était une femme qui a hérité d'un enfant, je ne sais pas où le papa était parti. Après lui, Mobutu, on a eu Musée. On n'a pas fait beaucoup de débats sur Musée, mais plutôt pour son fils, on a pris des débats. Est-ce que Kabila, Joseph, il n'a pas investi dans ces pays? Pour ce cas-là, le dernier président. Félix Tshisekedi, on connaît son père. Bon, est-ce que tu sais que les gens aussi peuvent venir aujourd'hui démontrer que le grand père de tel aussi, il était... Moi, je crois que c'est un faux débat. Aujourd'hui, le débat sur la congolité, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui dans l'avancée démocratique? Nul, à part les conflits et la division.
Cette recette-là a été expérimentée à Côte d'Ivoire. Et je vous dis, c'était vraiment catastrophique. Il y a des gens même qui sont morts pour la congolité. Et ceux-là qui défendaient la congolité se sont retrouvés dehors. Ceux-là qui étaient combattus, les Ouattara, ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc moi je crois que c'est un débat, je m'excuse, c'est un débat qui n'a pas sa place maintenant. Nous sommes en train aujourd'hui de chercher à renforcer l'unité de la nation à travers l'Union sacrée de la République. Nous envisageons même de revisiter l'article 10 de la Constitution sur la double nationalité. Donc nous remettre aujourd'hui à les Congolais d'origine ou pas, c'est vraiment un faux débat. Moi je crois que c'est vraiment un recul démocratique même. Prenons le cas d'Obama. Ok. Obama, est-ce qu'il y a un pays qui tient à sa sécurité plus que les États-Unis? Obama, un père kenyan, il n'a jamais nié que son père était kenyan. Il a été élu sénateur, élu président de la République, et il a fait élire son vice-président, président de la République. Et l'Amérique a confiance à ces messieurs-là. Prenons la vice-présidente aujourd'hui des États-Unis, Kamala Harris. Son grand-père là, son grand-père, est de chez moi de Walikale. Kamala, chez moi à Walikale. Chez moi, ce sont des gens qui ont quitté chez nous, qui sont allés là comme esclaves dans les Jamaïques. Et est-ce qu'on remet en cause? Elle a le sang comme moi, de Walikale, chez moi à Walikale. La dame là, est-ce qu'on l'a remise en cause? Ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats, Et des gens comme Tchani, moi je m'excuse, qui ont vécu aux États-Unis, qui seraient même citoyens américains, tenir ce débat-là. Selon Mike Mukeba, Noël Tchani, c'est le épouse. Mais j'étais aussi avec Noël Tchani ici qui dit c'est un débat des caniveaux, il avait déjà renoncé à cette nationalité. Ah bon, s'il a renoncé, alors peut-être ce n'est pas ses enfants. Donc, ils sont des... Donc, moi, je voudrais seulement dire que ce débat-là, aujourd'hui, sincèrement, ça ne nous fait pas avancer. Moi, en tant que Jean-Baptiste de l'Union Sacrée, je ne m'inscrirai pas dans ce genre de débats. Parce que ce sont des débats qui nous font reculer pour rien. Ça n'apporte rien. Donc, vous serez à l'aise. Il n'y a pas une menace. Vous serez à l'aise si aujourd'hui Moïse Katumbi est président de la République parce que les autres pensent que ces débats de congolité, c'est pour lui parce que... Il n'est pas congolais de père et de mère, selon certaines sources. Vous serez à l'aise si Moïse Katumbi aujourd'hui... Déjà, Moïse a déjà été gouverneur de province. Être gouverneur, c'est être un président d'une province. Qu'est-ce qu'il a vendu? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, vraiment, comme gouverneur? Et si demain, jamais, il devenait président, moi, je ne vois pas de problème. Mais moi, je crois qu'on peut le combattre autrement, mais pas à chercher par ses origines. Parce qu'il n'y a pas que lui. Mais il y a même des gens qui ne sont pas des métis. Vous savez, lui, puisqu'il est métis, et le couplage entre un Congolais de Kinshasa et un Angolais ou un Congolais de Brazzaville ou de Centrafrique, qui sont tous noirs, par exemple. Non. Je vous dis, moi, je vis à l'est du pays. Nous avons, nous, des gens des deux côtés, du Rwanda et du Rwanda, des couplages. Vous allez au Congo central, les Nîmes et consorts que j'ai connus, avec leurs affinités avec les Angolais. Vous allez aujourd'hui vers Sakania, les Londabouloulou. Il me disait, Willy, moi j'ai une tante, il me disait une tante qui est en Zambie. Vous allez chez nous, vers les sites d'Ubangi. Mobutu, moi, je vous dis une révélation. Quand j'ai été la première fois visiter Mobutu à Kawele, lui-même au volant. Dongo, il est encore, je crois, en vie. Dongo, qui était son garde-corps, il est encore en vie. Il doit être colonel général. Il m'amène visiter les barrages de Mobaï. Et il me dit, oui, tu vois la maison là, à côté. Quand vous voyez les barrages de Mobaï, de l'autre côté. Il me dit, moi j'ai vécu. Je dis, ah, président. Là, ça me dit, oui, c'était la maison de ma tante paternelle. En Centrafrique, lui-même Mobutu, Dieu m'écoute. Moi je suis croyant. Mobutu me dit, parce que j'étais quand même proche à Mobutu. Il me montre la maison là. Donc, c'est pour dire certainement, son père peut être venu de là. Est-ce que c'est ça que Mobutu n'a pas fait de ce pays? Quand vous regardez ce que Mobutu a fait, les barrages ici, Dinga, que tout le monde tape, les ponts maréchal, les palais du peuple, les stades de Martyrs, mais c'est Mobutu. Donc pourquoi il ne les a pas construits en Centrafrique? Ça c'est un faux débat. Donc le débat sur la congolité, vous, président, c'est un faux débat, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas lieu d'être. On peut avoir un président qui n'est pas congolais de père et de mère, ce qui est important, qu'il aime le pays. La constitution est claire, la constitution est claire.
le candidat président de la République doit être un Congolais. Et pour être Congolais, tu peux l'être soit par ta maman ou soit par ton père. Donc, l'enfant de Faïlou, selon la proposition de Noël Tchani, la Congolité, être des pères et des mères. Donc l'enfant de Martin Fayoulou ne peut pas être candidat président de la République. Voilà par exemple. Parce que la femme de Fayoulou est camerounaise. Camerounaise. Elle est camerounaise, c'est connu. Voilà. Et c'est ça aussi l'erreur que vous commettez. Puisque nous marions, nos femmes marient les étrangers nous marient, et vous voulez exclure, vous ne savez pas que vous allez faire une autre guerre. Ce sera une guerre terrible, qui ne faut pas. Nous avons des enfants aujourd'hui qui ont acquis la nationalité étrangère, qui viennent ici, vous dites que non, moi je crois que Noël Tchani, je crois, là vraiment il a tapé à côté. Donc, il a tapé à côté. C'est un faux débat. S'il veut faire plaisir à certains candidats de 2023, je crois même ces candidats-là ne les suivraient pas. Donc vous pensez que dans l'Union sacrée, on est en train de boutiquer certaines choses pour écarter certains candidats. Moi je ne porte... Détail en 2023 comme Moïse Katumbi, s'il vous plaît, comme Moïse Katumbi, Matata Pogno, peut-être que peut aussi être candidat. Il y a tellement de gens qui a des tensions à l'Union sacrée. Bon. Vous ne voulez pas de... Non, les gens peuvent monter des stratégies, mais moi je crois que ce genre de bouticage ne nous avance à rien. Ce sont des conflits. Vous savez que quand on veut un malin demi, il y aura quelqu'un d'autre qui va démontrer autre chose, qui va compliquer encore davantage. Moi je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Focalisons-nous sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la sécurité des Congolais. L'essentiel aujourd'hui, c'est le développement. Mais la communauté fait partie de la sécurité pour protéger les Congolais par la nationalité. Il n'y a aucune menace aujourd'hui. Je vous ai cité les présidents qui ont précédé Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun qui, par ses origines, poserait un problème. On a cité Kabila. L'opposition à l'époque parlait de Kabila. Ok. Même si on a cité Kabila, mais Kabila n'est plus président. Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Mais l'opposition à l'époque disait que Kabila c'est pas un Congolais. Même si on a dit à supposer que Kabila n'est pas Congolais, il n'est plus en fonction. Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Voilà, là, je vous dis que Kabila c'est parmi les Congolais qui ont investi beaucoup dans ces pays. Voilà. Il peut avoir ses défauts, mais moi, je l'accepte, je le remercie, je le félicite, puisque beaucoup de Congolais investissent à l'étranger, mais Joseph Kabila, surtout il a investi dans l'agriculture, un secteur stable. Il faut quand même reconnaître des choses. Oui, il faut faire mener cet argent-là à Dubaï, à Chine, un peu partout comme les autres. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer très vite parce qu'on a cité la famille Kabila ici. J'ai parlé avec Ibrahim Kabila, qui m'a transmis ses soucis pour que je puisse les dire au gouvernement congolais, aux gens qui nous gouvernent, de bien protéger ma Massifa, si possible, prendre même ses cheveux et les garder. Il y a aussi un oncle qu'il m'a cité qui est aussi en province là-bas. Il faut aussi les protéger parce que selon lui, il y aurait des menaces parce qu'on veut brûler les traces pour qu'il n'y ait pas la vérité sur la paternité des enfants de Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est les inquiétudes d'Ibrahim. Il m'a parlé personnellement. Je vous transmets cela. C'est un Congolais, il s'inquiète. Donc, c'est à vous d'agir. Président Willy Chiki, parce qu'on parle de famille Kabila. Je salue Ibrahim en passant, qui est un frère pour moi. Okay. Puisque quand sa maman était venue ici, au comité central, et sa maman a étudié avec ma mère à Moba, à l'internat. Ibrahim, il habitait chez moi, il dormait dans le même lit que moi. C'est un frère à moi, donc vous lui transmettez aussi mes salutations. Donc, à Lemba, ils habitaient chez nous à la maison. Selon vous, Ibrahim, c'est des vrais... Bon, je ne connaissais pas à l'époque. Je connaissais... Parce qu'il a dormi dans votre... Je ne connaissais à l'époque, c'est parce qu'à l'époque, Mouzé Kabila était en exil, et la maman était nommée au comité central. Elle est venue et elle a voulu rester avec son ami intime d'enfance chez nous. C'est comme ça qu'on a habité dans la même maison chez nous avec Ibrahim. Donc c'est vraiment un frère pour moi. Ibrahim. Lorsque vous voyez Ibrahim... Mais l'affaire avec Kabila, de son père, ça moi je ne connais rien. Je ne sais pas raconter des bêtises. Lorsque vous voyez Ibrahim Kabila, c'est juste une parenthèse que je vais fermer vite. Je sais que ça énerve plusieurs. Lorsque vous voyez Ibrahim Kabila, il ressemble un peu trop. Bien sûr, il ressemble à Mosé. Je ne le pas. Et moi, ça ne m'étonnerait pas puisque la maman, sa mère, donc qui est l'amie intime de ma mère, malheureusement elle n'est plus, elle est déjà décédée, elle nous a quittés.
habité Moba, et Moba c'est la ville de Kabila, et je sais qu'ils ont vécu ensemble, mais je ne vais pas, moi je n'ai pas de preuves que c'était le père, mais je vois des ressemblances, et je ne vois pas pourquoi il m'a tiré. Et en plus, je me dis, Kabila peut être le père d'Ibrahim, peut être aussi le père de Joseph, peut être le père des autres, parce que Kabila a eu beaucoup d'enfants dans sa vie. En tant qu'Africain, en tant qu'Africain, non, en tant qu'un homme qui se respecte, quoi. Voilà, là je salue, Africain qui se respecte. voilà, je salue toute la famille Kabila, Ibrahim Kabila, Joseph Kabila, tout à fait. Zoé Kabila, Jeannette Il faut Kabila. plutôt les réconcilier. Je vous salue, vous avez mes salutations. Et des problèmes peuvent exister dans la famille, mais vous pouvez aussi vous réunir et puis parler. Voilà, en lingala on dit Singa famille Bendanaga, je vous salue. Voilà, comme nous parlons de Kabila, l'actualité c'est aussi le 17 mars, la libération de l'AFDEL. Les gens pensent que c'était pas la libération, c'était plutôt un mouvement qui était venu pour occuper le Congo. Donc l'occupation est entrée avec M. Laurent Désiré Kabila. Quelle est votre analyse par rapport à ce mouvement? Bon, je dois dire sincèrement que pour moi, la date du 17 mai est une date de malheur, de malédiction. Puisque nos problèmes ici, et particulièrement dans la partie orientale de la République, ont commencé effectivement dans les années 96, lorsque les musées sont entrés au pays. C'est à ce moment-là que la misère. Et depuis ce temps-là, la partie orientale, 25 ans après, n'a jamais connu une stabilité quelconque. Nous étions très bien. Et Mobutu n'était pas aussi mauvais qu'on le croyait. La preuve aujourd'hui, si vous faites balader, si vous prenez ces micro-baladeurs, vous les faites circuler, on vous dira que les gens vivaient mieux à l'époque de Mobutu qu'aujourd'hui. C'est une réalité. Et si Mobutu était mauvais, puisqu'il était riche, mais au moins les gens vivaient, mangeaient 2 fois, 3 fois par jour. Donc c'est pour dire que l'AFDEL nous a apporté que le malheur. Et je dois dire une chose, c'est très important. Okay, il faut faire une nette distinction entre l'AFDEL comme organisation, comme Mouzé l'appelait bien, ça j'aimais bien, conglomérat des aventuriers, des survivants, lui-même il a conglomérat d'aventuriers, et Mouzé. Mouzé a commencé sa lutte avant. C'est vrai que Mouzé a été dans la jeunesse Lumbite. Mouzé a été inspiré par Kimbangu, par Lumumba. Mouzé a été même à Goma, à Bukavu. On l'a arrêté, il s'est transformé en femme, avec des amis femmes. Il s'est évadé de la prison de Bukavu pour aller vers Burundi, Tanzanie. Donc Mouzé était déjà comme... Mouzé a une histoire comme révolutionnaire avant les Soumialo, les Kizenga étaient avec Mouzé à Kisangani. Donc Mouzé c'était quelqu'un, donc il faut séparer Mouzé de la lutte. C'est pourquoi j'ai dit, Mouzé aujourd'hui est un vrai héros. Parce que d'abord, héros, il est mort au pouvoir. Mais les combats de Mouzé, il n'avait, comme il ne venait de nulle part, il devrait utiliser la stratégie pour se faire accompagner avec tous ces conglomérats-là d'aventuriers en vue d'accéder au pouvoir. Alors, quand il voulait maintenant faire la correction de la révolution, c'est à ce moment-là qu'on l'a tué. Et c'est pourquoi que les gens qui l'ont tué sont ses proches. Puisque Mouzé ne croyait pas à ces gens-là. Président William, donc il faut faire une nette distinction entre les combats loyaux de Mouzé. La preuve, donne-moi, montrez-moi l'immeuble, les immeubles que Mouzé a laissés. Niais, comme Lumumba aussi, comme Simon Kimbangu. Je vous donne une information, William Michiki. S'il vous plaît, ces plateaux, j'ai tellement suivi, j'ai fait défiler les acteurs majeurs de donnez-moi là où Mouzé a volé. Sur ces plateaux ici, avec le président Gabriel Mokia, il a parlé, lui aussi il est dans la même logique que l'AFDEL, c'est la porte du malheur de la République démocratique. Tout à fait, je partage. Mouzé n'a jamais aidé le Congo par rapport à son combat. Si aujourd'hui le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu les gens de l'AFDEL. Mais également, j'étais avec le vieux Maurice Nikouo, qui était le dernier chargé de mission de Marshal Mobutu, ici sur ces plateaux. Il dit, Mouzé Laurent Désiré Kabila a été reçu par Mobutu. Parce que Mouzé avait voulu faire ses commerces, Mobutu lui a remis l'argent pour qu'il aille faire ses commerces et puis laisser les histoires de guerre. Et Mouzé c'était un prêtre. La preuve en est, si vous vous rappelez d'un
Ngandou Kisasa, vous connaissez ces noms-là? Ngandou Kisasa, moi je parle là, mais je les connais. Voilà, s'il a été tué, c'est parce que au général Olenga ici. C'est parce que Mouzé était complice, c'est lui qui était le vrai révolutionnaire. Mouzé était en acquaintance avec le Rwandais, alors il ne faut pas parler de lui comme un vrai révolutionnaire. Non, c'est-à-dire que parfois, vous savez, c'est bien beau de dire des choses, il faut apporter des preuves. Est-ce que lui, il a apporté un document que Mouzé aurait réussi? Je ne veux pas ici faire l'avocat de Mouzé. Moi, je veux parler avant l'AFDEL. Mouzé a eu une petite histoire à lui. C'est ça, moi, je dis. Il a trahi ses proches, c'est l'homme. Maurice Likou, Gabriel Moka. Non, c'est ce que moi, je voudrais dire. Leur combat là, moi, je ne peux pas entrer. Moi, je sais que moi, j'étais à l'exil à l'époque, quand Mouzé était à Goma. Kissa Songando aussi était à Goma. Il y a eu, je sais, un coup, je crois que c'était un embauche, comme on dit, une embuscade qu'on a attendu à Kissa Songando sur la route de Rutshuru, Goma, Rutshuru, et c'est là où il est mort. Mais aujourd'hui, imputer ça sur Mouzé, il n'y a jamais eu d'enquête. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des enquêtes pour établir quand même, il ne faut pas salir l'image de Mouzé. Sincèrement, lui pense que il n'est pas le vrai héros. C'est ce que moi je dis. Être héros, c'est quoi? Pourquoi on a décerné les titres d'héros à Mouzé? Puisque c'est quelqu'un qui est mort au pouvoir. Dans le monde entier, quand tu meurs au pouvoir, dans ces circonstances-là, tu es héros. Et Mouzé, vous savez ce que Mouzé a fait pendant peu de temps ici, dans ce pays. C'est le seul président, par rapport à ses prédécesseurs, qui a fait arrêter ses ministres. Un frère à moi, Bichikwabo, a été mis en prison. L'ancien gouverneur de la Banque Massango a été en prison. Les généraux, comme Fer Moukoutou, on l'a mis en prison Makar. Donc Mouzé n'avait pas d'amis. Donc les ministres ne défilent pas en prison seulement sous Félix. Mais c'est aussi sous Mouzé. C'est dit qu'aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, il y a un pont qui relie Mouzé à Félix, qui relie Mouzé à Lumumba. Donc, ce sont des choses. Moi, je parle des faits. Je ne vais pas parler de. Je ne suis pas moi mouséiste. Je n'ai jamais été dans l'AFDEL. Je n'ai jamais été dans les combats de Mouzé. Mais je vois l'homme. Une question directe. Kabila, est-ce que Kabila, le fils, a poursuivi les combats de Mouzé? Parce que vous avez fait. Moi, non, il s'est écarté totalement. Puisque quand on prend la vision, moi, je n'ai pas de faits. Quand on prend la vision de Mouzé, c'est comme ça que même vous avez constaté qu'autour de Kabila, Joseph, pratiquement tous les proches de Mouzé étaient éliminés. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui a expliqué l'échec de Mouzé, de Joseph. Parce que c'est là que Mouzé traitait des conglomérats des aventuriers qui ont peut-être facilité d'une manière ou d'autre l'assassinat de Mouzé, se sont retrouvés autour de Joseph. Donc les opportunités. À la recherche, c'était des affairistes. Et c'était l'argent. C'est comme ça que vous avez vu, je donne un cas par exemple, la gratuité de l'enseignement de base est inscrit dans la Constitution depuis 2006. Mouzé était là, sous Kabila depuis 2006. Jusqu'à la sortie de Kabila, on n'a jamais appliqué ça. Ça a coûté quoi à Félix de le faire? Rien du tout, c'est la volonté. Donc on peut... Puisqu'il constatait que c'était des dépenses inutiles, il fallait bouffer cet argent-là. Voilà, là, s'il vous plaît, je regarde bien la caméra. Est-ce que Kabila était si mauvaise comme on a vendu son image? Parce que si aujourd'hui, on prend le dossier Boukangalonzo, 300 milliards. Non. 495 millions de dollars. Kabila, président, a accepté que cet argent sorte pour un projet qui va aider les Congolais pour les sociales. Je ne pense pas qu'il était animé d'une mauvaise foi, parce qu'il a accepté quand même que cela sort. Kabila... Opération retour. Donc, je ne sais pas. À la fin, il dit il n'a pas eu le bon collaborateur, même pas 15. Donc, on peut dire que Kabila était quand même victime. Il avait une bonne volonté, mais il était mal entouré. Au lieu de prendre tous les péchés du monde, mettre sur lui, je suis tenté de dire que Kabila, c'était une bonne personne. Selon moi. Selon les analyses. Moi, j'ai eu quand même la chance de fréquenter un peu Joseph Kabila. D'abord, c'est un homme, il m'aimait bien. Il a le sens du mot. Je me rappelle parfois, ce que je n'ai jamais oublié, on sortait d'une réunion et il vient, il me tire comme ça, il me tape comme ça. Il me dit, Michiki, ouais. Ungekuwa jemadari ningekufunga uliua Kabila. Il me dit, Michiki, toi,
si tu étais général, je t'aurais arrêté. Tu as tué Tshisekedi. Alors il m'a dit, non, je voulais m'exprimer, mais j'ai eu peur. Le salut, président Joseph Kabila. C'est-à-dire que c'était un homme bien, et puis un garçon, bon, vraiment courtois. Très calme. Mais tendre. les gens ont abusé de lui. Les gens l'ont distrait dans les affaires. Il lui a donné beaucoup d'argent à côté de l'argent qu'il gagnait officiellement, de biens, à tel point que l'État qu'il devrait passer pour se focaliser sur le vécu quotidien des constituants et des Congolais, sur la marche du pays, il est passé sur la gestion de ses affaires. Malheureusement, c'était une distraction. C'est pour ça que les Némi, les Minako, les John Numbi, comme ça, tous ces gens-là géraient le pays au nom de Kabila, sans que Kabila soit au courant. Moi, j'étais son ministre. Pendant tout le temps où on était au gouvernement, on a présidé avec lui seulement un seul conseil des ministres. Un seul, qui a fait 45 minutes. Et le président, et puis après, demander à mes amis, Sami Badibanga, il était Premier ministre. Okay. Mon ami Chibala Bruno, avec qui on était à l'EDPF, mon collègue cofondateur de l'EDPF, ils ont vu Kabila comme combien de fois rien. C'était l'ennemi, les conseillers, qui donnaient des ordres au Premier ministre. Donc Kabila était absent. Donc Kabila était prisonnier de ses collaborateurs. Mais par contre, maintenant, c'est ça ce que moi j'aime. Ce que j'aime, vous savez, moi je ne suis pas un fanatique. Okay. Ce que j'aime chez Félix, président Félix, il prend l'action lui-même. Il prend les devants. Alors que, donc c'était le rêve de Kabila de prendre les devants. C'est-à-dire que par exemple, prenons le conseil des ministres. Normalement, dans notre constitution, le président règne mais ne gouverne pas. Et le chef du gouvernement, c'est lui normalement qui devrait présider le conseil des ministres. Mais le chef de l'État tient à ce que chaque vendredi il est là. Avec Ilonga et Lukamba. Il y a même des projets, on a dit, le budget de la présidence, aucun type. Non, c'est plus que le président a eu beaucoup d'initiatives. Et comme le Premier ministre était faible, beaucoup de projets passaient par le budget de la présidence. Comme les 100 jours, tous les autres projets, Tchilégelo. Donc, ce n'était pas que... Tchilégelo. Ce n'était pas que Félix voulait... Félix a compris une chose. Qu'il est le seul à avoir été élu sur base d'un programme. Et qu'il sera le seul en 2023 à être comptable de sa gestion. Nous tous, nous sommes là. Nous sommes des lignes sacrées. Mais nous n'aurons pas à rendre les mêmes comptes. Et Félix est conscient de ça. Puisque Félix vient de l'opposition. Il a vécu toute cette situation. Vous savez, lorsque vous venez de l'opposition, vous avez une autre vision. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait l'opposition. Les Némi, les Minako, Mbobinako, chassé comme magistrat, il vient, Némi étudiant, il vient, on le prend dans un cabinet recommandé par un oncle. Donc c'était des gens qui n'ont pas souffert. Les opportunistes, c'est les opportunistes? Non. À quelque chose, parce qu'il y en avait même qui étaient des cordonniers, des ferreurs, des chaussures en Europe, des chécouleurs. Pour la faire non, je vous dis des choses. C'est tous ceux qui sont venus de... Vous parlez de gens respectables. Oui, mais on a fait des grands hommes dans ce pays. Mais ces gens-là, 18 ans, le pauvre Kabila, il a donné tout ce qu'ils avaient. Mais après 18 ans, ils veulent que ce Kabila, on va voir l'autorité. Non, laissez ce monsieur te reposer. Merci. Ce n'est pas l'émission de Kabila, mais quand même, par rapport aux analyses, on est tenté de dire que Kabila avait aussi la bonne volonté, mais il a été mal entouré car il dit qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais. Il a manqué 15 meilleurs collaborateurs. Donc on conclut qu'il était prisonnier de ses collaborateurs. Alors il y a des choses qu'il a à faire. Tout n'était pas rose, mais quand même il faut reconnaître en Kabila quand même quelque chose. 30 secondes comme mot de la fin. Président Willy Michiki, soyez libre d'esprit. Regardez la caméra. Dossier Bukangalonzo Matata Ponyo. Pensez-vous, par rapport aux éléments que l'IGF a mis en place, que Matata Ponyo finira d'être devant la justice congolaise? Bon, d'abord, je voudrais dire une chose. Que le fait qu'on demande la levée d'immunité d'un parlementaire, ce n'est pas dit que ce parlementaire est d'office condamné ou il est fautif. Il est président. La Constitution a prévu qu'on ne peut pas poursuivre un parlementaire pendant la session. Et si on le faisait, ça ne serait qu'un cas de flagrance. Or, ici, il n'y a pas flagrance. L'IGF a une mission bien déterminée par la Constitution, par les lois de la République. Et l'IGF ne peut pas arrêter les gens. L'IGF ne fait que son rapport. Et lorsqu'il fait ce rapport, il le dépose devant les procureurs. Les procureurs, qui est le ministère public, poursuit en charge et en décharge.
Donc, on peut accuser Matata Mpogno, sa femme, et tout est convenu. Mais lorsque le procureur, en instruisant les dossiers, et je dis ici que l'instruction est secrète, il trouve que Matata est innocent, il ne va pas fixer l'affaire à la Cour de cassation, puisque c'est là aussi le problème. Merci. Le juge naturel de Matata, c'est la Cour de cassation, puisqu'il n'est plus en fonction. Puisque lorsque la Constitution, c'est là aussi l'amalgame. S'il était en fonction, le juge naturel du Premier ministre en fonction et du Président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Même Ilunga aujourd'hui, s'il est poursuivi, il sera poursuivi au tribunal de grande instance. Merci. Puisqu'il n'est plus Premier ministre, il n'a plus. Même moi, ancien ministre. C'est ça que moi, parfois, je me demande. Alors, que nous avons... Merci. Merci. On conclut que Matata Mpogno... Il peut tomber comme il ne peut pas tomber. C'est pourquoi moi je dis, Matata Mpogno, conseil que moi je vous donne comme mon frère. Ne passez pas votre temps à aller dans les médias, tout ça. Essayez de vous focaliser sur la préparation de votre dossier, puisque c'est le juge qui va vous départager. Merci, Président Willy Michiki, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de UNANA, également vous siégez dans la conférence des présidents de l'AFDCAD, cher Abati Lukwebo, président du Sénat. À qui je présente mes condoléances, c'est les plus attristés, puisqu'il a perdu. Merci. Avec on a parlé de l'état des sièges, on a parlé de la congolité, on a parlé de l'insécurité, on a parlé de dossier Bukangalons, on a parlé de l'entrée de l'AFDEL. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Moi, je suis déjà abonné. Au revoir.